Bonjour, merci de cette invitation. En fait, voilà, j'ai un petit peu modifié mon contenu. Je vais évoquer ce projet, mais je me suis dit, tiens, je vais montrer comment, face au changement climatique, à l'enjeu du changement climatique, l'enjeu, c'est vraiment d'intégrer la gestion de l'eau, qui est déjà abordée à travers des plans territoriaux de gestion, par exemple, et des vignobles, dans des démarches territoriales, systémiques et participatives. Donc je vais voir comment se préoccuper du changement climatique dans la filière vignes-vins appelle des démarches territoriales renouvelées qui rejoignent donc les démarches territoriales que viennent d'être évoquées par M. Hébert, notamment à travers les projets territoriaux de gestion de l'eau. Alors, c'est le... Voilà. Donc, premier point, donc, effectivement, je vais m'appuyer sur le projet LACAP que j'ai co-animé avec Nathalie Aulat pendant 10 ans maintenant, pour montrer d'abord, c'est ça, que le changement climatique, quand ça appelle à des stratégies d'adaptation systémique, territoriale et participative. Donc ce projet, je ne sais pas comment... Hop, voilà. Ce projet LACAV, sur lequel je m'appuie, a d'une part étudié les impacts du changement climatique sur la vigne et le vin, puis ensuite essayer d'explorer les innovations, les solutions qui, voilà, ça recouvrait toute une série d'unités de recherche, toutes les unités de recherche. Alors, le Sud-Ouest, Toulouse n'était pas encore... l'unité Agir est un peu venu nous rejoindre, mais le Sud-Ouest était moins représenté, et avec des approches interdisciplinaires. Juste une diapo pour vous rappeler, pour ceux qui auraient un peu oublié, les 3 dimensions du changement climatique. C'est à la fois l'augmentation de la température moyenne. On est, voilà, cette année, l'année la plus chaude en température moyenne, enfin l'année 2022, avec 14,5 degrés. Et dans ce qui va advenir, soit on arrive à stabiliser la température autour de plus 2, plus 2,5, c'est le scénario COP21, soit on continue sur la tendance et on est sur 4, 5 en 2100. La deuxième dimension du changement climatique, c'est la modification de la pluviométrie annuelle. Il y a plus d'énergie, plus de vapeur d'eau. Alors, globalement, il y a même un peu plus de pluviométrie à l'échelle globale, mais avec des variations très marquées régionalement. Pour l'instant, on n'observe pas beaucoup de choses, si ce n'est une très légère diminution sur la partie sud de la France, mais voilà. Par contre, effectivement, dans les projections, dans les simulations, c'est la partie orange de ce graphe à l'échelle mondiale. On va vers une diminution de 10 ou 20% de la pluviométrie sur l'aire méditerranéenne et la région, alors le Languedoc est déjà inclus, mais la région, le sud-ouest, notamment la région de Toulouse, le bassin toulousain, va progressivement être intégré à cette dynamique et va se méditerranéiser un petit peu. La troisième dimension qui prend de plus en plus d'importance dans le changement climatique et qui est maintenant au cœur même du dernier rapport, c'est la question de la variabilité et des risques associés, des événements extrêmes. C'est le 46 degrés qu'on a connu entre le Gard et l'Hérault il y a 3 ans. Enfin, oui, ça. Et avec, voilà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est au fur et à mesure que la température monte, la variabilité augmente et des événements extrêmes deviennent plus fréquents et plus intenses. Ça concerne les chaleurs, ça concerne la sécheresse, ça concerne des événements de type cyclonique. Les impacts sur le changement climatique, voilà, on les a bien étudiés, analysés. C'est sur la phénologie, sur le développement de la vigne, déboulement plus précoce, date de période de maturité plus précoce, c'est sur 3 semaines à peu près, avec donc des conséquences d'avance, avec des conséquences sur les températures moyennes journalières sur la période de la maturité, qui augmente plus que l'augmentation de la température liée au changement climatique en tant que tel, puisque on est plus au cœur de l'été. Des effets qui ont été évoqués sur la pluviométrie, à part dans certaines zones du sud, n'a pas forcément beaucoup baissé, mais l'évapotranspiration, ça c'est donné que reprendra, je pense, Hernan Oreda. Mais du fait de l'évapotranspiration accentuée, on a un bilan hydrique qui est de plus en plus, une contrainte hydrique de plus en plus forte, avec des effets sur les rendements qui commencent à se voir. Là, j'ai pris les dernières données sur le Languedoc. Là, on a une tendance à une diminution du rendement sur les AOP. On est à moins de 40 hectares maintenant, clairement. Sur les IGP aussi. Mais ça reste très marqué par une variabilité. Et notamment, là, par exemple, l'année
2021, c'était l'effet du gel printanier, mais qui est aussi lié au changement climatique, d'une certaine manière. Le troisième impact du changement climatique, c'est sur l'évolution de la qualité des vins. Bon, taux d'alcool dans les vins qui augmente, baisse d'acidité, modification des arômes. Mais il ne faut pas oublier, au-delà de ces questions sur la phénologie, les rendements et la qualité, qu'il y a d'autres dimensions, d'autres impacts du changement climatique. Le changement climatique vient modifier les régions où on peut planter de la vigne. Alors, ça, avec des contraintes plus fortes, notamment sur le sud du bassin méditerranéen, en Espagne, mais aussi des zones, là, c'est des travaux qu'on a fait par exemple sur la Bretagne, potentiellement, on regarde un certain nombre d'indicateurs sur la température, dans 2100, selon le scénario climatique, la Bretagne pourrait devenir une région viticole, avec même plantation du Carignan dans la région de Nantes. L'impact climatique a aussi beaucoup d'effets indirects sur les biorégresseurs, les écosystèmes, le fonctionnement des sols, les paysages, les incendies, on l'a vu l'été dernier, sur la ressource en eau, en dehors du territoire qu'on considère, et donc il va jouer, ce qui vient d'être vu par exemple sur l'irrigation. Et puis cet impact sur l'augmentation des risques, avec des pertes de récoltes, dégradation, érosion de sol, perte de compétitivité qui peut en résulter, voire même de dégradation sur les récoltes et même les vignobles eux-mêmes. Ça, c'est les impacts du changement climatique. Heureusement, on a de nombreux leviers d'adaptation qu'on a étudiés durant le projet La Cave. À la fois, ce sont des questions qui sont étudiées par les chercheurs et surtout développées par les viticulteurs eux-mêmes, expérimentés avec l'aide de l'IFV, des chambres d'agriculture, etc. Donc il y a vraiment tout un fourmillement d'initiatives. Et l'enjeu, c'est effectivement de les coordonner, de les structurer, de les analyser, de les évaluer. Alors ça, vous êtes au courant, je balaye un peu rapidement, mais il y a vraiment le changement de cépage des porte-greffes, plus tardif, tolérant à la sécheresse, aux températures, aux maladies, etc., avec différentes stratégies qui sont conduites maintenant par chaque interprofession, souvent. Le deuxième grand bloc de l'adaptation, c'est la modification des pratiques viticoles elles-mêmes, la taille, le mode de conduite, la gestion du sol, ça a été évoqué. C'est là-dedans que s'inscrit le renouvellement, le changement ou l'adaptation des méthodes d'irrigation, mais on va aussi sur des méthodes liées à l'agroforesterie, la gestion des infrastructures écologiques autour, dans la parcelle, etc., qui peuvent avoir des effets pour atténuer un peu l'effet du changement climatique. Et puis un troisième domaine qui relève des innovations œnologiques, où là, on va chercher à corriger les effets du changement climatique par la désalcoolisation, l'ajustement de l'acidité, etc. Donc ça, c'est trois domaines très techniques auxquels on pense d'emblée, changement de cépagement, nouvelles pratiques viticoles, innovation œnologique. Mais l'adaptation, ça passe aussi par d'autres logiques, d'autres types d'actions. C'est repenser la manière dont on localise les plantations dans l'espace, le choix des sols, l'altitude, etc., création de nouvelles plantations. C'est changer les relations, les institutions. Il y a les cahiers des charges qui sont un des leviers, mais aussi des dispositifs d'assurance, les politiques climatiques, de nouvelles collaborations de R&D. Et puis, s'adapter, c'est aussi intégrer, associer les consommateurs, à la fois pour mieux connaître leur capacité à réagir face à des effets du changement climatique sur la qualité des vins, par exemple, mais aussi pour faire partager les enjeux de stratégie, la nécessité éventuellement d'irriguer, etc. Donc il y a vraiment tout un enjeu important d'associer les consommateurs à la démarche elle-même. Et ça, c'est ce qu'on a vraiment étudié, accompagné, observé sur les dernières années, sur 4-5 dernières années, en France, dans tous les vignobles, avec des démarches à différentes échelles territoriales, qui sont beaucoup plus participatives, qui cherchent à ouvrir les idées. Par exemple, on a animé à des échelles locales dans plusieurs villages en Languedoc, dans l'Hérault, à Cabrières, à Murviel, à Montpérou, sur 24 heures des événements créatifs de type hackathon où on réunit non seulement des viticulteurs, mais des citoyens, des associations, les élus, des techniciens, des chercheurs, des jeunes, des étudiants, etc. Et on essaie d'imaginer quelles options pour ce territoire concret on peut redévelopper. Il y a des jeux, on les explore, et ça donne des résultats très intéressants. Dans un cas, ça a par exemple conduit à la naissance d'un nouveau GI2E dans une des communes. On voit d'autres approches
territoriale plus classique pour la recherche, où un groupe de viticulteurs, là c'est dans le cas de la thèse d'Audrey Nolot, le chercheur va être accompagné par un chercheur ou un doctorant, et pendant 2-3 ans, on va essayer, en utilisant des outils de simulation, de modélisation, de voir quelles options seraient possibles, de les évaluer pour le futur en fonction de différents scénarios climatiques, et en tenant compte même vraiment de la diversité du territoire lui-même. Là, par exemple, on voit que sur les hauteurs non irrigables, finalement, il y a des options d'adaptation intéressantes, alors que sur le bas c'est à Muriel-les-Béziers, le bas du bassin, il y a plus de besoins en eau, l'irrigation est toujours présente, mais on a plus de besoins en eau, etc. Donc on peut ajuster comme ça le matériel végétal, les pratiques, en fonction de cette exploration très précise à l'échelle d'un petit bassin. C'est aussi évidemment des dynamiques qui sont associées à beaucoup d'organisations existantes, les G2E, les coopératives, les chambres d'agriculture, les EDG. On a des partages d'expériences, même animés par exemple par l'IFV et l'INRAE, comme le réseau Oscar autour des variétés résistantes, qui intègrent aussi ces questions d'adaptation. Et puis des living labs à l'échelle, avec des organisations à des échelles plus globales. L'IFV aussi associé par exemple à ça. Et du côté de Gaillac, on a des initiatives qui sont engagées. Donc tout ça, c'est des initiatives importantes qui sont en réaction à l'adaptation, à l'enjeu climatique, et qui témoignent de cet enjeu de territorialisation. Et ça s'observe aussi à d'autres échelles plus larges, à l'échelle d'une appellation, Ventoux, Val-de-Loire. On a participé à beaucoup d'opérations de construction de nouvelles stratégies territoriales pour ces appellations. Les prospectives, les forums que nous, on a organisés à l'échelle nationale et puis qu'on a déclinés dans 7 régions en France, sur une journée, avec un dialogue, qui ont réussi à faire émerger plus de 2600 propositions d'action. Et c'est à partir de toutes ces briques, toutes ces propositions, qu'ensuite on a construit avec les organisations nationales viticoles, en plusieurs étapes, un document de propositions d'action pour construire une stratégie climat pour la filière, qui ensuite a été présentée au ministre de l'Agriculture et qui se poursuit aujourd'hui avec un plan d'action qui est mis en œuvre avec 14 groupes de travail, etc., au niveau national. Et puis ça peut aller, là on n'est plus dans l'espace, c'est une approche déterritorialisée, mais sur la construction de plateformes numériques. Mais dans toutes ces initiatives, voilà, ce qui est important, c'est ça, des approches globales. L'eau est présente, mais une composante de l'adaptation. Il y a du participatif, on essaie d'ouvrir d'autres acteurs, et c'est important d'orchestrer tout cela. Et donc c'est ce qu'on a commencé à faire dans un nouveau projet qui est évoqué, c'est le projet Talanoa dans le bassin de l'Aude, où l'enjeu c'est de voir comment on peut, au-delà même des projets existants, des dialogues existants, du PTGE qui est en cours, etc., comment on peut aussi organiser un dialogue plus large autour de la viticulture et de l'agriculture pour l'adaptation au changement climatique. Le projet démarre simplement. L'enjeu, c'est vraiment d'identifier, caractériser, initier l'adoption de stratégies d'adaptation face à la pénurie en eau qui est actée en contexte de changement climatique, en intégrant le fait qu'il va falloir transformer les systèmes agricoles, viticoles notamment, mais en essayant de faire des propositions qui soient robustes, qu'on puisse évaluer avec l'aide de modèles économiques et de modèles agronomiques et hydrauliques. Et puis, en suivant des principes de gestion intégrée de ressources en eau, équité sociale, efficacité économique, durabilité environnementale. C'est un projet où ce même type de démarche est mis en œuvre dans 6 pays du pourtour méditerranéen, dans 6 bassins différents. On teste cette méthode. Là, sur chaque terrain, on va chercher à répondre à 3 grandes questions: où on en est, où on veut aller, comment y parvenir, et en couplant donc une démarche participative extrêmement ouverte à l'échelle du territoire, et des travaux de modélisation qui vont évaluer les propositions que font le groupe d'acteurs engagés dans la démarche. Et voilà, donc une démarche participative avec toute une série d'ateliers multi-acteurs qui sont vus à la fois comme des espaces de réflexion, on produit de la connaissance, on trouve des compromis, on accompagne. C'est une sorte de living lab, ce qu'on dit aussi. Donc dans le cas de la vallée, du bassin de l'Aude, il y a déjà eu une première réunion, vraiment il y a eu du monde, et on a eu à la fois des représentants des collectivités, des services de l'État, évidemment du monde agricole dans sa diversité,
des usagers de l'eau, y compris EDF, etc., y compris des associations environnementales, etc. Donc on a des personnes qui, y compris, n'étaient pas forcément en bons termes au départ, qui progressivement, au cours de la journée, par exemple, ont réussi à s'accorder sur toute une série de principes, d'idées, en tout cas l'idée de continuer à travailler ensemble. Voilà, il y a les chercheurs qui sont là, ça c'est notre organisation, je ne rentre pas dans le détail. Mais voilà, c'est un projet qui est parti pour 4 ans et qui s'appuie sur ce groupe permanent de travail multi-acteurs avec des chercheurs qui travaillent, c'est en vert à côté, et puis tout un pilotage, voilà, avec toute une série d'étapes, toute une série d'ateliers qui vont à la fois conduire la réflexion sur les options à engager, et puis aussi participer à une prospective parallèlement qui va alimenter le cadre de l'évaluation de ces options. Voilà le premier atelier qui était à Pêche Rouge, à Narbonne, où on a mis en débat, on a commencé à construire un peu tout ça, et en partant déjà sur une prospective avec peut-être les acteurs ont déjà signalé, on a construit 2 scénarios un petit peu très opposés. Je reprends les termes des acteurs, notamment viticulteurs qui étaient présents, qui est vraiment le scénario libéral à outrance, et on voit qu'il conduit à des impasses avec une surconsommation de l'eau, une maladaptation. L'irrigation devient une maladaptation, y compris avec une perte de savoir-faire sur la culture de vigne sans eau. Au contraire, à l'inverse, il y a un autre scénario qui est vu comme extrême, qui a été qualifié de kolkhoz ou planification contrôlée par un certain nombre d'autres acteurs, et où tout est géré, et donc l'effet, c'est une déprise agricole et viticole très accélérée. Voilà, donc ces 2 scénarios sont déjà vus qui vont être précisés non acceptables, entre guillemets, d'où l'importance de trouver une 3e voie qui est explorée comme un scénario. Et voilà, donc en conclusion des enseignements du projet La Cave, montrant que les démarches territoriales et participatives sont une nécessité face à l'enjeu climatique. Et puis, les premières perspectives et enjeux développés dans ce projet de Talanoa qui montrent qu'au-delà de projets de type PDGE, on peut élargir la concertation, la consultation, la participation à des groupes de travail. Les messages que je retiens, issus plus de La Cave, je reprends des choses que j'ai dites plein de fois mais, dans d'autres endroits. La compétitivité des vignobles est menacée par le changement climatique avec des différences régionales. Ça c'est incontestable. Mais des innovations et solutions existent déjà, permettent d'envisager que les viticulteurs peuvent s'adapter dans les vignobles actuels, dans toutes les régions de France. Mais quand même, si le climat se stabilise autour de 2 degrés, on peut aller peut-être jusqu'à 2,5. Et c'est-à-dire, si on est quand même sur la trajectoire de la COP21. Moi, le slogan que je n'ai pas arrêté de dire, si on aime le vin, on soutient les objectifs de la COP21. Et on va plus loin. Si on aime le vin, si on est viticulteur, on s'engage aussi dans la mitigation. Et on montre au consommateur qui est sensible aux valeurs que porte le vin qu'on s'engage aussi dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pour s'adapter, pas de solution unique. On joue sur la multiplicité des leviers, dont la gestion territoriale de l'eau et des écosystèmes, dont l'irrigation, une solution parmi d'autres, avec une approche globale, raisonner en capacité d'adaptation. L'enjeu, c'est aussi de construire ces nouveaux réseaux de collaboration, de partage d'expériences à différentes échelles. C'est ça la meilleure manière de pouvoir répondre à une partie des impacts du changement climatique qu'on ne connaît pas. Et puis, donc, l'importance de stratégies collectives au niveau local et régional. Et si je reprends les éléments qui prolonge ça dans les perspectives du projet Talanoa européen que je viens d'évoquer, il y a des points clés. La mise en œuvre d'une instance de concertation élargie, puis son animation, un diagnostic partagé, un exercice de prospective, incluant un scénario climatique et options stratégiques, une approche très intégrée qui a déjà été évoquée tout de suite, avec une vision beaucoup plus circulaire de l'eau, qui interroge la durabilité, l'évolution des co-usages des différentes ressources, et puis des engagements qui sont pris entre les acteurs eux-mêmes, et donc qui sont des engagements aussi vis-à-vis de la société, si on veut. De toute façon, on sera dans une adoption de techniques économes en eau, on ira vers des pratiques agroécologiques, peut-être plusieurs niveaux ou types d'agroécologie, mais en tout cas, en particulier sur la gestion des sols, pour favoriser le stockage en eau, la résilience, la qualité des eaux résiduelles, etc. Et une attention aussi importante aux situations non irriguées, et puis cette question de la flexibilité. C'est-à-dire, les dispositifs, les équipements doivent aussi permettre la diversification potentielle si on est obligé de faire, pour des raisons X ou Y, de la production de légumineuses, de fruits et légumes à la place de la vigne. Il faudra l'accepter. Voilà, on va vers une nouvelle ingénierie des territoires viticoles.
Merci de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Marc.